Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, on va commencer cette première table ronde. On va essayer de prendre un peu de hauteur, mais aussi ramener les choses à des éléments un peu plus opérationnels après ce que nous avons pu écouter de Patrick Artus, qui nous a permis effectivement d'être dans les grandes tendances macroéconomiques. Je vais vous demander à chacun de vous, avant de commencer, de vous présenter dans votre organisation. Et puis ensuite, nous lancerons le débat. Maïté ? Bonjour à toutes et à tous. Maïté Gandoni, donc je suis directeur financier et agent comptable de l'Union des groupements d'achat publics l'UGAP, qui est un EPIC rattaché à la tutelle à la fois du ministère du Budget d'un côté et de l'Éducation nationale de l'autre. Comme centrale d'achat au sens de la commande publique, l'UGAP permet à ses clients publics d'avoir accès à des biens et à des services sans avoir à en étant dispensé des obligations de publicité et de mise en concurrence. On est en fait pouvoir adjudicateur pour le compte des clients publics. L'UGAP, c'est donc au titre de sa fonction de grossiste et de centrale d'achat, un acteur finalement de la chaîne de valeur de la commande publique. D'abord parce qu'en amont, il traite avec 700 fournisseurs de premier rang au titre de même de plus de 3000 marchés publics passés avec eux et en proposant plus d'1 million de références. Et puis, en aval de la chaîne de cette commande publique, il répond aux besoins de plus de 22 000 clients publics en les accompagnant de la prise de commande jusqu'à la facturation. Bonjour à toutes et tous. Donc Arnaud Sohenbach, moi je suis directeur des finances et des achats de la ville de Paris. Donc cette direction des finances et des achats, comme son nom l'indique, donc c'est une direction qui est de 550 personnes dans une collectivité qui compte à peu près 50 000 agents. Elle a deux volets, un volet assez classique budgétaire et comptable, puisqu'en fait on gère un budget de 10 milliards d'euros, qui est le budget de la ville de Paris. On liquide l'ensemble des factures de la ville. On expérimente depuis un moment déjà le rapprochement ordonnateur comptable. Et puis par ailleurs, nos comptes sont certifiés depuis 2 ans. Et puis il y a un deuxième volet qui est un volet commande publique, puisque cette direction, elle centralise aussi des procédures d'achat. Et donc on passe plus de 800 procédures par an. C'est à peu près 80% des achats passés chaque année qui sont passés par cette direction. Et par ailleurs, sur le volet commande publique, on a la direction à portefeuille de concessions en direct. On gère la Tour Eiffel, par exemple, ou le parc des expositions. Mais par ailleurs, on vient en appui à l'ensemble des directions sur la passation des contrats de délégation de services publics ou de BEA. Voilà. Donc c'est un peu la spécificité, mais on y reviendra parce qu'on a de fait dans cette direction un peu un double levier, à la fois sur le volet budgétaire, mais aussi sur le volet achat, ce qui est quand même très utile dans les périodes d'inflation. Voilà, et donc bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Alain Quinet, je suis directeur général exécutif de SNCF Réseau. D'ailleurs, j'ai eu Jacques Rapoport comme président en quelques années. Donc, je pense que ma présence est en partie liée à cette connivence. Donc, SNCF Réseau, on est le gestionnaire du réseau ferré français avec un budget aussi de l'ordre de 10 milliards, donc proche de celui de mon voisin. J'ajouterais qu'à titre personnel, moi, je suis arrivé dans le ferroviaire il y a une douzaine d'années, mais j'ai eu toute une première partie de vie professionnelle très intense comme économiste. J'ai commencé à Bercy, la direction de la prévision, à la fin des années 80. À l'époque, Patrick Artus était déjà une star et l'inflation était à 2 chiffres. Et oui, alors justement, Alain, belle transition pour commencer cette table ronde. Quel est votre regard, vous, qui avez été économiste à Bercy dans les années 80, sur cette inflation que nous vivons aujourd'hui par rapport à celle des années 80 ? Quelle différence majeure vous voyez dans la sphère notamment qui nous intéresse, qui est la sphère publique, mais finalement dans la sphère de gestion des finances publiques? Est-ce que vous pouvez nous apporter votre regard là-dessus? Oui, merci de cette question. Effectivement, moi j'avoue que j'avais oublié l'inflation pendant 25 ans et je la retrouve à la fin de ma vie professionnelle comme je l'avais vécu au début. J'ai peut-être simplement, je ne vais pas refaire du Patrick Artus en moins bien, mais j'ai peut-être juste, pour faire un petit pas de côté, 2 réflexions.
Je pense qu'il y a un point commun entre ce que j'ai connu dans les années 80-90 et aujourd'hui, qui est un point commun économique. Puis je pense qu'il y a une grande différence politique. Et donc, si vous me laissez de quelques minutes pour l'expliquer, je pense que il y a en économie, je pense que Patrick Artus a bien expliqué tous les facteurs qui viennent de l'économie réelle, qui conduisent à des hausses de prix. Mais le point qui me paraît le plus important, finalement, quand j'y réfléchis, c'est que l'inflation, c'est assez largement dans la tête. Et quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Bien sûr, il y a des mouvements très importants sur les niveaux de prix. Dans les années 70-80, il y avait une forte hausse du prix du pétrole, puis il a rebaissé. Récemment, il y a eu une très forte hausse du prix du gaz, et puis ça s'est aussi calmé. Donc on peut avoir des niveaux de prix qui bougent de manière très importante. Voilà, des prix, des salaires. Mais l'inflation, c'est un phénomène qui est beaucoup plus complexe, parce que l'inflation, c'est une hausse continue et générale des prix. Et donc, comment est-ce qu'on passe d'un choc sur un niveau de prix à finalement une dérive continue? Parce qu'après tout, le prix du gaz, il a arrêté de monter, il est même à la baisse. Et pourtant, Patrick Artus explique que ce qui a déclenché l'inflation va perdurer, même si la cause origine a disparu. Et donc, ce qui me paraît important, c'est de se dire que l'inflation, c'est largement dans la tête parce que c'est gouverné par les anticipations. En fait, chacun anticipe quelque chose. Les entreprises, les administrations vont anticiper des hausses de coûts. Et essayer de les répercuter dans leurs prix par anticipation. Les salariés vont anticiper des hausses de prix et demander des hausses de salaire. Les banques centrales vont anticiper des hausses de prix et monter leur taux d'intérêt. Les marchés financiers et les agents économiques vont anticiper des hausses de taux et s'ajuster. Donc en fait, on déclenche avec l'inflation une mécanique assez étrange où finalement c'est la convergence des anticipations d'acteurs très différents, les salariés, les entreprises, les banques centrales, les marchés, qui finalement produisent ce résultat qui est en fait beaucoup moins intuitif qu'on ne le croit au départ. Et donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a deux choses qui sont très importantes pour déclencher les mouvements d'inflation ou de désinflation, qui à chaque fois nous ont surpris, hein. Il faut être très modeste comme économiste, c'est qu'à un moment donné, il y a des éléments de crédibilité, de consensus social qui créent un renversement. Et donc, ce n'est pas totalement anodin aussi que les inflations se déclenchent dans les périodes où le consensus social est difficile à cristalliser, dans les périodes où la crédibilité des politiques publiques est challengée. Puis inversement, les phases de désinflation, c'est souvent des phases de consensus et des phases de crédibilité. Et ça m'amène peut-être à la grande différence que je vois entre l'inflation d'aujourd'hui et l'inflation d'il y a 25-30 ans. Et pour moi, c'est un facteur d'optimisme. Si je dis les choses de manière un peu simplifiée et brutale, la question de la lutte contre l'inflation dans les années 80-90, c'était un grand débat droite-gauche. Quand on était de droite, on était pour les grands équilibres, la stabilité de la monnaie, et donc on était contre l'inflation. Mais quand on était de gauche, finalement, l'inflation, c'était le dommage collatéral de la croissance. C'était l'euthanasie des rentiers, hein, pour reprendre l'expression de Keynes. Donc, et puis lutter contre l'inflation, c'était s'aligner sur la rigueur allemande. Et donc, on avait quand même, on a eu beaucoup de temps à construire un consensus politique autour de la lutte contre l'inflation. Et en fait, ce consensus, il a été construit sous la présidence de François Mitterrand avec la désinflation compétitive, mais il a été long à se matérialiser. La preuve, c'est que les banques centrales, la BCE, Jean-Claude Trichet ont été quand même durablement sous le feu des critiques. Donc le consensus est très long à se former. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que finalement, le fait que l'inflation soit un problème et qu'il faille lutter, me paraît en fait paradoxalement beaucoup plus consensuel. Alors, il y a toujours un débat sur qu'est-ce qui cause l'inflation, est-ce que c'est la faute des entreprises, des salariés, etc. Mais globalement, il me semble que l'action des banques centrales n'a pas été du tout l'objet de polémiques, contrairement à ce qui s'était passé dans les années 80. Et l'idée qu'il faille lutter contre l'inflation, aujourd'hui, c'est un sujet qui me semble assez consensuel. Et voilà, ça me paraît un facteur d'optimisme, parce que si je croise mes deux idées, l'inflation, c'est quand même dans la tête, et s'il y a un consensus pour lutter contre, moi je crois que Patrick Artus a raison de
de dire qu'elle est sans doute plus résiliente qu'on ne le pense, mais en même temps, voilà, je pense qu'il y a quelques éléments d'optimisme à avoir en tête aussi. Merci Alain. Alors, vous avez souligné que l'inflation est dans la tête et associé à cela, un consensus d'anticipation qui amène à effectivement, finalement, bien gérer cette inflation au travers des actions et des mesures soit gouvernementales, soit plus opérationnelles qui peuvent être mises en place. Donc ça va nous amener maintenant à cette table ronde, puisqu'on finalement, il y a l'environnement macroéconomique, mais il y a aussi l'environnement du directeur financier. Vous, en tant que directeur financier, vous avez un rôle majeur de préconisation, de conseil aussi auprès des directions générales. Votre rôle s'est fortement développé, on le sait depuis la crise sanitaire, crise de guerre, etc., crise énergétique. Donc ces actions et les mesures qui peuvent être mises en place ont toutes finalement une volonté qui est assez unique et consensuelle, qui est de lutter contre cette inflation, qui est de lutter contre la pénurie ou en tout cas améliorer la rétention de talents pour adresser vos enjeux et vos défis. Et finalement, notre objectif, c'est aussi de partager ensemble ce matin quelles mesures vous avez mises en place dans vos organisations respectives face à ce phénomène inflationniste global qui est survenu assez rapidement et qui touche effectivement plusieurs indicateurs sur lesquels vous intervenez et sur lesquels vos actions peuvent être assez décisives dans le contexte que nous vivons. Je vais commencer par vous, Maïté. Qu'est-ce qui a été mis en place à l'UGAP sur le sujet ? Peut-être que je répondrai un peu en deux temps. C'est d'une part ce qui a été mis en place au titre de la sauvegarde de l'activité, puis d'autre part ce qu'on a mis en place au titre plus du pilotage budgétaire et financier qui incombe plus aux directions financières. Clairement, le métier, le cœur de métier de l'UGAP, c'est l'achat pour revente. Donc pas que dans les têtes, pardonnez-moi. Pour le coup, à la fois la pénurie de matières premières, les difficultés d'approvisionnement et les pressions inflationnistes ont joué très très fortement en fait sur l'activité cœur de métier. D'abord parce que après la reprise économique post-Covid, et puis deuxième lame, la crise en Ukraine. Et pour le coup, au titre de sa mission de service public, l'UGAP a cherché dans un premier temps surtout à sauvegarder l'offre, pour éviter à ses clients publics d'avoir à lancer des procédures d'achat dans un contexte où les fournisseurs n'étaient plus forcément en capacité de proposer des conditions tarifaires ou techniques sur le long terme, et puis surtout certains ne répondaient même plus aux appels d'offres publics. Donc pour le coup, l'UGAP et ses acheteurs en particulier ont été conduits à rediscuter avec l'ensemble des fournisseurs sur près de 20% de ces marchés, les conditions techniques, commerciales, les délais, etc. Après, contre-expertise, donc c'était très énergivore, c'était un gros travail en 2022 notamment. Après contre-expertise des demandes faites par les fournisseurs, l'UGAP est arrivé à apporter des modifications sur près de 500 de ces marchés, sur les 3000 qu'elle gère, je vous ai dit tout à l'heure un peu plus de 3000, et sur 100 marchés avec 50 fournisseurs uniquement sur des révisions de prix. Alors bien sûr, ces opérations se sont faites dans un cadre sécurisé sur un plan juridique, parce que c'est un peu la marque de fabrique de l'UGAP, c'est d'apporter une solution juridique de clé en main pour les clients. Donc il ne s'agissait pas de contrevenir aux règles de la gestion publique. On s'est notamment fondé sur la théorie et les circonstances imprévues. Bien sûr que les décisions qui ont été prises ont été faites dans un cadre qui était respectueux, notamment des exigences qui avaient été rappelées par le Conseil d'État en 2022. Et on a utilisé notamment ce véhicule qui est la décision unilatérale pour revoir les éléments de certains marchés, décision unilatérale qui permettait notamment de limiter dans le temps, plutôt que l'avenant de marché public, qui permettait de limiter dans le temps les modifications qui étaient apportées. Et on a par ailleurs assuré la traçabilité, bien sûr, des décisions qui avaient été prises, en démontrant que ces négociations qui étaient conduites étaient conformes au principe de bonne gestion des deniers publics.
Parallèlement, l'UGAP a essayé d'avertir tous ses clients publics, de les tenir informés de l'ensemble des impacts, enfin des effets de l'inflation et de la crise sur l'ensemble de ses offres, hein, avec notamment des notes de conjoncture qu'elle a produit trimestriellement. Ce qui était important parce que ça donnait aussi de la visibilité, hein, sur comment est-ce qu'on maintenait l'offre et quelles étaient les contraintes en fait, qu'on rencontrait collectivement. Ces mesures ont été aussi accompagnées, je le dis, par des mesures d'action commerciale, hein, qui ont été conduites plutôt dans une optique d'augmenter les parts de marché de l'UGAP plutôt que d'augmenter les ventes auprès de nos clients déjà existants. Et puis on a fait des actions très particulières aussi pour promouvoir des produits dont on savait notamment que les délais de livraison n'étaient pas trop affectés en fait, par la crise actuelle. Donc ça c'était sur la partie activité. Sur la partie proprement parler, plutôt pilotage budgétaire et financier, l'UGAP, c'est un EPIC totalement autofinancé, il ne dispose pas du tout de subventions de l'État notamment. En fait, c'est vraiment l'activité commerciale et la marge commerciale qui est tirée sur cette activité qui permet d'assurer les équilibres financiers de l'établissement. Depuis 2021, l'UGAP fait un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros pour un résultat net qui est tout petit à la fin. En 2022, nous faisions que 35 millions d'euros, mais l'objectif de l'UGAP n'est pas de se faire de l'argent sur le dos des clients publics, loin s'en faut, c'est donc surtout d'apporter une offre la plus large possible à ces clients publics. Donc on n'est payé que par la marge et puis une partie de contribution des fournisseurs. Mais pour le coup, on n'avait pas, nous, alors c'est peut-être parce qu'on avait manqué d'intuition, mais on n'avait pas anticipé à la fin de l'année 2021 notamment tous les impacts qu'auraient les crises inflationnistes sur l'activité et notamment sur l'UGAP, l'important pour la prévision du budget suivant qui est essentiellement en fait un compte de résultats, l'important c'est de connaître le chiffre d'affaires, c'est vraiment l'entrant. Hein, et le chiffre d'affaires, il prend beaucoup de temps à essayer d'être estimé. On a des longs débats entre acheteurs, commerciaux, etc. La direction financière fait bien sûr partie de ces discussions. Et donc il a fallu en fait très tôt dans l'année 2022 revoir tout le modèle qu'on avait monté sur la fin d'année précédente pour identifier, pour reprévisionner en fait et reprojeter le chiffre d'affaires en utilisant notamment des modèles développés par la direction du numérique de l'UGAP, des modèles d'écoulement en fait des commandes enregistrées en chiffre d'affaires. C'est pas si facile parce qu'il faut apporter beaucoup de paramètres en fait pour identifier ce que pourrait être le chiffre d'affaires avec les difficultés notamment des aides d'approvisionnement. Et par ailleurs, donc nous on a travaillé aussi direction financière directement avec les directions métiers qui sont directions dépensières pour revoir très tôt dans l'année au titre de nos rendez-vous de gestion la soutenabilité des projets qui avaient été pris compte tenu à la fois de l'exécution, du niveau d'exécution qu'on envisageait du budget, là je vous parle du budget de fonctionnement, des dépenses effectivement de l'UGAP, voir si elles étaient compatibles encore avec notre reprévision d'activité. Et ça a conduit en fait l'UGAP à faire une sorte de profit warning dès le mois de juin 2022 auprès de ses administrateurs, puisqu'on a en fait décidé d'afficher un chiffre d'affaires un peu en baisse par rapport à ce qui était prévu initialement. Et on a aussi contenu en fait les dépenses, on a piloté tout au long de l'année les dépenses de l'établissement pour essayer de les maintenir en fait soutenables dans le cadre qu'on avait préidentifié. Merci Maïté. Alors on est dans un contexte effectivement avec une très forte activité commerciale qui caractérise le sens même du métier de l'UGAP. Donc les décisions unilatérales sont un vecteur juridique qui était très intéressant à partager. On voit que vous avez très vite travaillé sur la chaîne amont, c'est-à-dire la chaîne des fournisseurs, pour gérer cette inflation qui est très concrète et très impactante pour vous. Et puis la révision du modèle économique qui est un sujet prévisionnel majeur dans votre activité. Arnaud, on est dans un contexte un peu différent à la ville de Paris. Quelles mesures vous avez engagées assez rapidement? Alors, contexte différent et pas totalement en fait. Nous, mais je pense pas que nous d'ailleurs, je pense que toutes les structures l'ont vécu comme cela. L'inflation, c'est une crise de plus
où c'est la continuité de la crise. Et d'ailleurs, le thème d'aujourd'hui, c'est la gestion de l'incertitude. Et je pense que c'est exactement ça, en fait. C'est l'inflation, certes, mais avant, c'était le Covid. Très certainement que prochainement, ce sera les crises climatiques. Et puis, quand on parle de l'inflation, mais ça a été dit, hein, en réalité, c'était pas que l'inflation pour nous, c'était aussi les difficultés d'approvisionnement de nos fournisseurs. Et ça, on a rencontré, on a retrouvé quelque part les impacts qu'on avait déjà connus pendant le Covid. Alors, des impacts sur notre organisation de travail, c'est-à-dire qu'effectivement, très vite, il faut qu'on se mette en task force, en situation d'organisation de crise, donc notamment pour continuer à avoir et à bien gérer la relation fournisseur, puisque effectivement, comme pour l'UGAP, on a été très attentif à ce que nos fournisseurs, comme pendant la période du Covid, nos prestataires ne mettent pas la clé sous la porte, hein, et que le système ne s'effondre pas. Donc on a été très attentif à ça. On a bien évidemment aussi été très attentif à notre pilotage et à notre exécution budgétaire. Et donc ça, cet enjeu-là, il est majeur, comme il était majeur pendant la période du Covid, c'est-à-dire que à la fois avec des impacts très forts sur nos dépenses, et puis bien évidemment dans ce contexte-là aussi, par moments, des impacts aussi parfois qui peuvent être sur nos recettes. Donc c'est véritablement ce contexte qu'on a essayé de gérer. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Un peu les mêmes choses qui ont été évoquées dans la suite de ce que je viens de dire, hein. Tout d'abord vis-à-vis de nos fournisseurs. Puisque je le rappelle, hein, c'est la direction des finances et des achats. On avait des modalités contractuelles qui nous permettaient certains ajustements, hein, notamment des contrats qui permettent des révisions de prix. Donc des fois, on est allé un peu au-delà de ce qui était prévu dans les contrats. Deuxièmement, il y a des contrats qui, le plus souvent, qui ont des indices et qui sont censés répercuter les coûts de l'inflation. Et on y viendra, on s'est rendu compte que ces indices ne fonctionnaient pas, ou en tout cas ne répercutaient pas suffisamment, effectivement, les surcoûts. Et puis troisièmement, comme ça a été évoqué, hein, il y a effectivement la théorie de l'imprévision, les circulaires Castex et Borne qui permettaient à un moment donné, sur justificatif, que la collectivité puisse prendre en charge des déficits d'exploitation qui étaient par contre justifiés. Donc tout ça est fortement chronophage, nécessite de la technicité, et donc en termes d'organisation et de moyens, ça nécessite effectivement de mobiliser des ressources. On a eu des impacts aussi très clairs en termes d'activité de service. Donc ça, c'est le deuxième sujet qui nous a bien évidemment aussi fortement concernés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir absence de continuité de service. Je vais vous donner deux exemples très concrets, hein, sur lesquels on a été amené à résilier des marchés et à imaginer d'autres mécanismes. Il y avait pénurie de livraison du granit, c'est-à-dire que nos fournisseurs de granit ne nous livraient plus, de par effectivement le marché notamment chinois. Donc vous imaginez bien que dans des périodes où notamment d'investissements assez massifs et puis y compris d'attentes très fortes de notre exécutif à livrer un certain nombre de chantiers, de plus avoir de granit, ça nous met en grande difficulté. Mais ça, c'est un premier exemple. On a eu un deuxième exemple qui a été avec Renault, par exemple, je le cite, hein, mais nos fournisseurs de véhicules n'étaient plus en capacité de nous livrer les véhicules au bon moment, au prix convenu. Et donc, on a là aussi été amené à résilier ces contrats et à les relancer sous d'autres formes, hein. Donc, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais très, très clairement, on a commencé à regarder, on se repose des questions sur effectivement le choix de nos indices, hein. Ça, c'est pour tenir compte de l'inflation, mais aussi sur nos modalités d'achat. C'est-à-dire qu'on se rend compte que des marchés sur des durées de 4 ans, même quand on a des accords cadres avec des marchés subséquents, eh ben, ça ne nous permet pas de gérer l'imprévision, de gérer l'incertitude et les modifications qui en fait interviennent sur des temps assez courts. Donc
par exemple, sur l'acquisition de véhicules, on a décidé, mais je pense que d'autres collectivités le font largement, de mettre en place des systèmes d'acquisition dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, à la différence des marchés subséquents, on présélectionne un pool de fournisseurs, et ce pool de fournisseurs, au moment où on a une commande à faire, nous livre ce qu'il a au prix qu'il a et ce dont il dispose en stock. Alors donc ça nous impose après de gérer notre flotte de véhicules un peu différemment, mais c'est aussi une façon de s'adapter à l'impression. Et puis troisième élément, donc continuité de service, donc effectivement très importante, mais aussi pilotage budgétaire. Enfin ça c'est le cœur de notre métier, et on voit bien qu'aujourd'hui, en tout cas moi je le vois comme ça, là où on avait je veux dire un dialogue de gestion qui était assez bien normé, avec des temps qui nous permettaient d'avoir notre prévision, de préparer notre budget et de suivre son exécution assez calmement, je vais le dire comme ça, même si c'est une activité toujours bien évidemment dense, on est obligé d'avoir des points de situation et des revues et un dialogue de gestion beaucoup plus rapprochés avec les directions, donc de faire des prévisions d'exécution beaucoup plus régulièrement. Et puis, par ailleurs, on a bien évidemment engagé, notamment dans la suite de la crise du Covid, une revue de mission, des revues de projet, de faire en sorte que la sobriété, qui est une thématique que l'on retrouve dans le domaine de la transition énergétique, on la retrouve aussi dans le domaine financier et budgétaire. Et que les directions métiers travaillent à justement optimiser leurs dépenses, à revoir certaines dépenses. Et je m'en arrêterai là, c'est-à-dire que je constate quand même, si on vient de voter notre compte administratif 2022, que nos dépenses de gestion ont augmenté de 5,6%. Si on déduit l'inflation de 5,2, en fait, nos dépenses de gestion, elles ont augmenté de 0,4%. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a les effets, notamment de la crise, de la crise Covid, et les messages qui ont été passés au niveau des services et la pression que, je pense, les services financiers et budgétaires ont mis au métier sur ces enjeux de maîtrise et de sobriété, commencent à faire leurs effets. Enfin, en tout cas, je l'espère. Merci Arnaud. Alors, au travers de votre tour d'expérience, on ne peut que constater tous à nouveau que le Code des marchés publics n'est pas très aisé dans une situation de crise pour gérer au mieux les achats et l'agilité demandée dans des achats publics qui sont contraints par des indices, comme vous le soulignez, ou par tout simplement un wording, un rédactionnel juridique qui ne permet pas d'avoir effectivement toutes les marges de manœuvre dont nous aurions besoin dans des situations pareilles. Mais les exemples donnés par les uns et les autres permettent de voir qu'on peut être quand même un petit peu créatif dans le cadre du Code des marchés publics. Et puis, effectivement, le pilotage budgétaire beaucoup plus cadencé, qui a été aussi souligné par Maïté, et peut-être l'une des mesures aussi qu'on constate un peu tous. Alain, vous de votre côté, à la SNCF, c'est un ensemble de tout cela et bien plus peut-être qui a été mis en place. Chacun a ses spécificités. Donc, il faut d'abord reconnaître que quand on prend un choc d'inflation qu'on n'a pas anticipé, c'est très dur, parce qu'on n'a pas beaucoup de degrés de liberté. Je vais vous dire en quelques mots comment se présentait l'équation pour SNCF Réseau. Nous, on investit à peu près chaque année 6 milliards d'euros. Et quand je dis investir, on achète des rails, de l'acier, de l'énergie. Donc en fait, on a pris de plein fouet le choc d'inflation, au-delà de ce que l'indice des prix à la consommation indique. Donc quand on investit 6 milliards d'euros par an, vous avez en fait un choc de prix réel sur vous qui est à peu près de 10%. Ça veut dire que vous avez 600 millions de pouvoir d'achat qui est en jeu. Donc en fait, vous avez, nous on avait une première solution qui était de tenir les budgets, puis de baisser le volume de production. Donc 600 millions de rénovation du réseau en moins, c'est renoncer à rénover au moins 300 km de ligne. Vu l'état du réseau, ce n'était quand même pas la meilleure solution. Donc en fait, on a fait deux choses. La première chose qui était celle qui était à plus haut rendement financier à court terme,
c'était convaincre notre régulateur d'une forte hausse de nos péages, des péages qu'on prélève sur les trains, pour absorber dans la durée, hein, sur 3 ans, le choc d'inflation qu'on subissait. Donc nos clients ne sont pas tous enthousiastes par cette solution, mais au moins, le régulateur étant convaincu, ça nous a permis de tenir la rénovation du réseau. Et puis alors, même si c'est un peu marginal en termes de rendement financier, il y a une chose sur laquelle on a vraiment mis l'accent et qui est sans doute porteur structurellement de solutions d'avenir, c'est effectivement jouer pour la transition écologique. Donc quelques exemples, je vous donne 2 exemples très basiques. Bon, le premier exemple, je crois qu'on n'a pas été les seuls à le faire, c'est baisser le chauffage, mettre en télétravail les salariés le vendredi dans les bâtiments. Ça fait tout de suite des gains, hein, sur les factures d'économie qui ne sont pas anodines. Et puis l'autre chose qui est plus industrielle, c'est qu'on a accéléré beaucoup ce qu'on appelle l'économie circulaire. Par exemple, quand le rail, c'est très cher en matière première et puis c'est émetteur de CO2 dans sa fabrication. Donc si vous arrivez à réemployer du rail en fin de vie, à le recycler, voilà, on a développé toute une filière de recyclage qui, à court terme, ne vous rapporte pas forcément énormément d'argent, mais qui, en tout cas, vous avez aussi la conviction que vous avez fait d'un mal un bien et que vous êtes en train de développer des choses qui sont à la fois porteurs d'économie d'énergie, de CO2 et d'euros. Merci. Alors, c'est intéressant parce que ça montre quand même qu'il y a un certain nombre de mesures qui, certes, ont été ponctuelles, en tout cas réactionnelles, à ce qui s'est produit sur des crises effectivement successives, comme le soulignait Arnaud. Et pour autant, dans ces mesures, il semblerait à vous écouter qu'il y en ait qui soient assez, ou qu'il soit souhaitable, qu'elles soient pérennisables. Dans tout ce que vous avez exprimé, quelles sont celles, selon vous, qui vont devenir finalement de nouvelles habitudes dans vos organisations, et y en a-t-il d'autres qui vont se pérenniser par rapport à ce que vous avez déjà mis en place? Arnaud. Alors, oui, moi je pense que ce qui se pérennise déjà, c'est la posture. Enfin, je pense qu'il y a un enjeu managérial assez fort, hein, c'est-à-dire que sur le fait qu'à un moment donné, l'ensemble des cadres soient dans une position de se dire, de toute façon, aujourd'hui, notre ADN, ça doit aussi de savoir gérer cette incertitude et ce caractère d'imprévisibilité. Donc ça, je pense que c'est très important d'aider, d'accompagner, y compris les cadres à le faire. Donc nous, on fait, voilà, c'est des sujets plus managériaux, mais en tout cas, il y a toute une série de formations sur ces thématiques-là que l'on organise, et puis y compris des retours d'expérience pour ajuster nos organisations et bien le faire. Ensuite, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui va se pérenniser, c'est effectivement chez nous des stratégies d'achat. C'est-à-dire que sur les systèmes d'acquisition dynamique que je viens d'évoquer, sur le travail qu'on fait sur le choix des bons indices, de caler nos marchés de façon à ce qu'on ait les bonnes révisions de prix qui puissent se faire correctement. Donc ça, c'est des choses qui sont totalement maintenant embarquées dans notre réflexion. Et puis, comme ça a été évoqué, c'est-à-dire que la ville de Paris, elle investit aussi massivement, hein, donc aujourd'hui, nos investissements, on fait en sorte qu'ils portent sur la transition effectivement écologique, hein, donc ça c'est certain. Les enjeux de sobriété, je les ai évoqués tout à l'heure, mais c'est devenu, c'est bien rentré effectivement dans le mainstream. Et puis voilà, je veux dire, je pense que c'est à peu près ça les éléments sur lesquels on travaille. J'ai une dernière idée, mais qui vient de m'échapper, donc je vous la retrouverai après. Mais oui, vous pourrez réintervenir après sans aucun problème. Alain, dans ce que vous avez exprimé. D'abord, je pense que c'est les mêmes logiques, hein, que ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire effectivement, il faut jouer sur les stratégies achats, la transition écologique. Au-delà de ça, ce qui me semble un peu nouveau, c'est que dans les années, au cours des dernières décennies, hein, on était peu attentif à la distinction entre les valeurs et les volumes. Hein. On se disait, si on fait en gros 2% de productivité industrielle, hein, qui est à peu près notre
notre rythme à SNCF Réseau. On se disait, ben voilà, avec ça, on doit pouvoir absorber une inflation qui est comprise entre 0 et 2. Et donc, quand on faisait nos budgets, nos comptes, quand on discutait avec l'État, le régulateur, la distinction entre les prix, enfin les valeurs et les volumes comptaient peu. Donc maintenant, on est obligé de repenser cette distinction un peu classique entre valeur et volume. C'est-à-dire que il faut qu'on s'habitue, nous, et qu'on habitue nos partenaires. Ben, quand on discute avec l'État, ben, pas simplement raisonner en euros courants, mais raisonner en volume. Quand on fait des stratégies d'investissement, de rénovation du réseau à 8 ans, à 10 ans, ben, elles étaient faites en euros courants par le passé, parce que l'inflation était perçue comme négligeable ou absorbable par la productivité. Ben maintenant, on va refaire des trajectoires en distinguant plus valeur-volume. Et c'est pareil avec les discussions avec le régulateur. Voilà. Donc je pense qu'il y a à la fois les actions de fond, qui sont à peu près les mêmes dans toutes les grandes organisations qui investissent. Et puis il y a aussi, je dirais, le mode de raisonnement du directeur financier qui pouvait oublier la distinction valeur-volume par le passé et qui maintenant doit malheureusement refaire des raisonnements très serrés sur ce passage entre les valeurs et les volumes. Ce qui veut dire aussi une granularité peut-être dans la gestion opérationnelle ou une interaction sur certaines lignes opérationnelles plus fortes. Et là, je vais me tourner vers Maïté parce qu'on parle beaucoup de stratégie d'achat. L'UGAP est au cœur aussi de ces sujets, évidemment. Comment vous voyez les choses dans les actions qui ont été mises en place en termes de pérennisation? Et n'y a-t-il pas un changement aussi, peut-être de profil d'acheteurs qui se développe dans vos organisations respectives et de compétences en matière de stratégie d'achat associé à ce nouvel environnement dans lequel nous sommes? Oui, alors c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que finalement le rôle des acheteurs a été un peu modifié par cette crise, puisqu'ils ont eu à devenir, alors ils étaient habitués à faire de la veille concurrentielle pour voir comment était positionné l'UGAP sur le marché notamment, mais là ils devaient aussi faire de la veille sur les prix des intrants aussi pour pouvoir contre-expertiser ce que disaient les fournisseurs quand ils ont dû négocier certaines modifications de marché. Donc clairement, désormais, il y a une vision un peu 360, il faut être aussi être capable d'identifier avec une veille informative, sans doute au-delà de ce qui était nécessaire jusqu'à présent. Donc ça change fondamentalement le métier. Est-ce que ça va le changer de manière pérenne? On verra, parce que c'est vrai qu'on se met tous, autant qu'on est autour de cette table, on est tous dans une vision, on se dit qu'il n'y aura pas de retour en arrière, que l'environnement un peu incertain va rester incertain pendant quelques temps. Donc ça, c'est un point, effectivement, pour revenir compléter un peu sur ce qui a été dit. C'est vrai que l'UGAP, tout à l'heure on a parlé de décision unilatérale, mais ça c'est du ponctuel, c'est de l'exceptionnel. Il ne faut pas qu'on en fasse quelque chose de pérenne à contrario. Donc ce que l'UGAP s'est aussi attaché à faire, c'est de concevoir des clauses de révision de prix qui étaient beaucoup plus qui permettent de beaucoup plus prendre en compte les aléas économiques, même si son cœur de métier, je rappelle, c'est quand même d'offrir une offre la plus large possible et puis au meilleur prix possible aussi à ses clients. Mais il faut assurer, parce que l'établissement en est convaincu, il faut qu'on assure collectivement que toutes les parties prenantes soient intéressées par les équilibres économiques de longue durée en fait sur les marchés que nous passons collectivement. Donc ça c'est important aussi. Après, sur un plan plus strictement pilotage budgétaire, c'est vrai qu'on a été un peu plus coercitif, je dois dire, à partir de cette année. Enfin, moi, j'en avais plus l'habitude parce que je venais de l'État et puis j'ai travaillé sur des budgets d'une direction d'administration centrale. Donc, on est beaucoup plus contraint initialement par des plafonds de crédit. C'est pas le cas à l'UGAP. Comme je le disais tout à l'heure, on est autofinancé, mais ça veut dire qu'on crée notre propre compte de résultats en fonction des résultats de chiffre d'affaires que nous projetons. Là, pour le coup, cette année, le cadrage budgétaire de l'année 2023, il a été un petit peu plus serré. Je veux dire qu'on on a, nous, indiqué, direction financière, quels étaient concrètement les pourcentages d'évolution qu'on attendait sur telle ou telle ligne pour faire le cadrage de chacune des directions. Et puis, par ailleurs, on a aussi demandé à ce que, clairement, on fasse une distinction entre les dépenses incompressibles d'un côté, puis les autres, celles sur lesquelles on pourrait éventuellement revenir, si on a besoin, au vu de l'activité et de son évolution. Ça, c'est un point, je me permets de le dire en plus parce que c'est plus concret, c'est plus pragmatique, mais c'était dans notre quotidien vécu à la direction des finances.
Et on suit, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, on avait des rendez-vous de gestion qui étaient prévus initialement, mais ceux-ci sont un petit peu renforcés désormais depuis cette crise. Bon, eh bien, on a parcouru pas mal de mesures qui sont pour la plupart pérennisables. L'accompagnement des cadres, la transformation aussi finalement du dialogue de gestion hein, que vous pouvez avoir à tous les niveaux, la stratégie d'achat, l'évolution de certaines compétences aussi attendues en interne pour adresser la situation. Bien d'autres défis vous attendent tous. Quels sont les défis majeurs qui attendent SNCF Réseau, Alain, dans ce contexte macroéconomique dans les 12 prochains mois? Il y a évidemment le grand défi de la modernisation du réseau, hein, pour lequel on est pleinement engagé. Mais pour rester dans le thème de cette table ronde, ce qu'il faut, c'est arriver quand même dans les organisations à faire levier sur cette succession de chocs défavorables hein, qu'on a subis, parce que l'inflation n'est qu'un des trois grands chocs qu'on a subis récemment, mais faire levier pour essayer d'être plus performant. Et c'est vrai que je le citais sur la transition écologique, l'économie circulaire, la sobriété. On voit qu'on peut faire levier sur ces chocs pour se transformer positivement. Et c'est vrai que dans la stratégie de modernisation du réseau, voilà, on peut obtenir des choses. Je vous donne un exemple très concret. Ce qu'on appelle la modernisation du réseau ferré, en fait, c'est globalement digitaliser toute l'exploitation du réseau et de ce fait-là, avoir beaucoup moins d'infrastructures au sol. Et donc, moins d'infrastructures au sol, ben, c'est moins de matière, moins d'achats. Et donc, ça, potentiellement, ça peut contribuer à vous dérisquer par rapport à des chocs de matières premières, par exemple. Voilà. Merci. Arnaud, la ville de Paris, elle a toujours plein de défis. On a les JO qui arrivent bientôt. C'est ça. Bon, il y a les JO, mais je pense que je ne vais pas vous parler des. On ne va pas parler des JO aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler spécifiquement des finances de la ville, comme vous le savez tous, elles vont bien. Donc, pour moi, les défis, que j'ai, je pense qu'il y a des grands défis managériaux. J'ai insisté là-dessus, mais je pense que c'est vraiment important. Voilà, la question d'aider aujourd'hui les encadrants à gérer effectivement l'incertitude, notamment hein, dans un contexte où d'ailleurs ça a été évoqué précédemment, mais où aujourd'hui la masse salariale ne suit pas les niveaux d'inflation. Elle est bien en dessous. Nous, on est sur des niveaux d'augmentation de la masse salariale qui sont d'un peu plus de 2%. Mais et malgré tous les mécanismes d'indexation et de valorisation, c'est parce qu'il y a énormément de vacances de postes aujourd'hui. Enfin, il y a une tension, d'ailleurs ça a été évoqué, il y a quand même, je pense qu'on vit tout ça, il y a une énorme tension aussi sur les emplois. Et donc, ce contexte d'incertitude cumulé à des fois des tensions sur les effectifs, de par la vacance et des fois des difficultés à recruter, font que pour les équipes, je trouve que il y a un enjeu majeur à les aider à gérer cette complexité. Ensuite, c'est continuer à faire des économies. Et donc, le thème de la sobriété dans le fonctionnement, pour nous, est majeur. Vraiment, à la ville, je pense qu'on a des marges de manœuvre hein, sur ce sujet-là. Parce que c'est effectivement toutes les économies qu'on fera sur le fonctionnement qui nous permettront de financer l'investissement. Et on a des enjeux majeurs aussi d'investissement dans la transition écologique, hein, de rénovation de nos bâtiments. Hein. On a un patrimoine quand même de plusieurs millions de mètres carrés. Et rénover ce patrimoine coûte énormément d'argent. Et puis le dernier sujet, pour moi, c'est d'anticiper l'avenir. Donc tous les enjeux de prédictibilité et toutes les réflexions qu'on a autour de nos systèmes d'information, parce qu'en fait, on a un enjeu à renouveler notre cœur notre système d'information qui est aujourd'hui sur SAP, notre cœur finance. Hein. Mais donc, du coup, d'y intégrer les enjeux de prédictibilité sont les enjeux majeurs. Maïté, le mot de la fin sur les défis que vous avez apportés. Je parlerai des défis de l'UGAP. Vous avez dit tout à l'heure, la commande publique, ces règles, elles ne sont pas forcément nativement compatibles avec un environnement d'inflation, il faut le dire quand même. Donc un défi, je pense, pour l'UGAP, ce sera aussi de faire accepter à ses clients avec lesquels elle est engagée de manière contractuelle sur des périodes de plusieurs années, par exemple, à accepter éventuellement des révisions de prix. On a dit tout à l'heure que les indices qu'on avait retenus à un moment justement pour se prémunir
de la croissance des prix dans un système, dans un environnement qui n'était pas du tout inflationniste. Ils sont un peu has-been aujourd'hui, c'est un peu dépassé, donc il va falloir essayer de convaincre aussi, et ça c'est un défi qu'on va avoir avec les clients, d'être embarqués avec nous dans des révisions éventuellement ponctuelles, mais je l'ai dit tout à l'heure que l'équilibre financier des marchés, c'est une affaire de tous. Et puis je rejoins mon voisin de gauche également sur le défi qui est plus, alors qu'il y a un défi qui est collectif, je pense, dans les entités de toutes les directions, mais qui est celui particulièrement de la direction financière et comptable à l'UGAP, c'est justement développer notre analyse, nos capacités d'analyse prédictive en utilisant toutes les données dont on dispose. Notre établissement est aussi sous le même éditeur que la ville de Paris, mais avec beaucoup d'informations, mais dont aujourd'hui on ne tire pas tous les événements, et on a besoin vraiment, je pense, d'être accompagné sur ce sujet, y compris avec de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui, je le dis franchement, est en friche dans mes services, mais qu'on aura besoin vraiment d'accélérer, de faire accélérer pour l'avenir. Bien, alors je vais commencer par remercier Alain, Arnaud ainsi que Maïté pour avoir partagé avec nous leurs engagements et leurs mesures en termes d'excellence opérationnelle dans leur direction financière. Nous avons le temps, monsieur le vice-président, d'une question de la salle peut-être ? Une seule petite question de la salle ? Qui veut répondre? Je dis oui, c'est un défi, et oui, dans les prochaines années, on va devoir s'y coller. On a, oui, enfin, c'est y compris des réflexions qu'on a engagées. Il y a une direction à la ville qui travaille sur ces sujets-là, sur la direction de la transition écologique. Et donc, du coup, effectivement, on lance le travail pour mesurer l'impact carbone d'un certain nombre de mesures, y compris il y avait des études qui ont été faites. De la même façon, mais c'est beaucoup plus large et je ne réponds pas totalement à la question, hein, on a un budget vert, enfin, on a une analyse de notre budget et des impacts de notre budget à travers effectivement les émissions de CO2. Donc ça, aujourd'hui, le budget vert et le budget climat, on est totalement intégrés dans cette démarche. Oui, à SNCF Réseau, on mesure nos émissions de carbone sur les scopes 1, 2 et 3. On mesure les coûts d'abattement des grandes actions. Et pour vous donner juste une intuition, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, le gros de nos émissions, il est sur les achats plus que sur les émissions directes de notre parc de bâtiments ou de véhicules. Et c'est là que, voilà, on a, en travaillant avec la filière industrielle en amont, de très gros gains qui sont en train d'être engagés. Mais ce sera effectivement une autre table ronde. Tout à fait. Merci à tous.